Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Nicole Bernier, je suis politologue de formation et je travaille comme conseillère scientifique spécialisée au Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Au nom du CCN-PPS, qui agit comme organisateur de l'événement, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire pour les 75 prochaines minutes à l'aide de Martin Renaud. Nous sommes soutenus par Camille Mercier et Laïla Mahmoudi, responsables du soutien technique et logistique. Changez la diapo. Vous êtes 196 personnes inscrites. Plusieurs d'entre vous assistent à l'événement en direct, d'autres vont l'écouter en différé. Comme on peut s'y attendre, la grande majorité d'entre vous provenez du Québec et d'ailleurs au Canada, mais plusieurs proviennent de l'étranger. Belgique, Burkina Faso, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Éthiopie, France, Royaume-Uni, Guinée, Guadeloupe, Haïti, Inde, Maroc, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, États-Unis. Bienvenue à tous et à toutes, quelle que soit votre provenance, et j'espère que vous allez trouver ce webinaire enrichissant. Ce webinaire fait partie d'un projet de recherche dirigé par 3 chercheurs de l'Université de Toronto, Sarah Allen, Andrew Pinto et Laura Rosella. Le projet de recherche compare les variations des systèmes de santé publique dans les provinces et territoires canadiens. Le CCN-PPS fait partie de son groupe de travail de recherche depuis 2020 et a développé ce webinaire en collaborant avec l'équipe de recherche. Le webinaire présentera les résultats sur les systèmes provinciaux de santé publique en Alberta, en Ontario et au Québec. Prochaine diapo. Non, excusez-moi, on va aller reculer à l'autre diapo, merci. Notre conférencière aujourd'hui est Muriel Mexing. Muriel est chercheuse postdoctorale au Center for Global Health à l'École de santé publique d'Ala-Lana à l'Université de Toronto. Elle est boursière des IRSC pour mener une étude sur la gouvernance mondiale de la santé relative à la COVID-19 et sur les priorités de recherche en matière de santé populationnelle au Canada. Muriel détient un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal, de même qu'une maîtrise en sciences appliquées et un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université McGill. Elle a travaillé en développement international en Asie et en Afrique. En lien avec la présentation qui va suivre, Muriel a participé au projet de recherche du côté québécois, notamment en aidant au recrutement des répondants, en menant des entrevues et en contribuant à l'analyse des données. Notre commentatrice, Erika Di Ruggiero, est quant à elle professeure agrégée de santé mondiale à la division des sciences de la santé sociale et comportementale et à l'Institut de gestion et d'évaluation des politiques de santé et directrice du Centre de santé mondiale de l'École de santé publique d'Ala-Lana de l'Université de Toronto. Ces recherches portent sur la manière dont les données probantes influent sur les programmes politiques liés au système de santé publique, à l'emploi, aux autres déterminants et à l'équité en matière de santé dans le contexte des objectifs de développement durable. Elle examine également le rôle des mécanismes de gouvernance dans les systèmes de santé publique. En lien avec le thème du webinaire, Erika a été impliquée dans tous les groupes de travail relatifs à cette recherche. Je tiens à les remercier toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Prochaine diapo. Avant de plonger dans la conférence, il faut couvrir quelques questions d'intendance. Alors, si vous souhaitez discuter, échanger avec tous les participants, il faudrait utiliser la boîte « Discuter » ou « Chat » en bon français. Alors que si vous voulez adresser des questions à Muriel ou à Erika, prière d'utiliser la boîte « Questions et réponses » Q&A. Il faut savoir que le webinaire et les échanges, la discussion et les questions-réponses sont enregistrés.
L'enregistrement et la présentation seront disponibles sur notre site Web et il y aura un formulaire d'évaluation transmis par courriel par la suite. Prochaine diapo. Le CCN-PPS, qui organise l'événement, fait partie d'un réseau de 6 centres de collaboration nationale en santé publique. Ces centres ont été créés en 2005 et sont financés par l'Agence de santé publique du Canada. Les centres travaillent ensemble pour promouvoir l'utilisation de la recherche scientifique et d'autres connaissances afin de renforcer les pratiques, les programmes et les politiques de santé publique au Canada. Les CCN sont situés dans tout le Canada et chacun se concentre sur une priorité différente. Santé autochtone, déterminant de la santé, santé environnementale, maladies infectieuses, méthodes et outils et politique publique favorable à la santé. Prochaine diapo. Le mandat du CCN-PPS consiste à soutenir les acteurs de la santé publique du Canada dans leurs efforts pour élaborer et promouvoir des politiques publiques favorables à la santé. On voit ici nos principaux projets actifs: analyse de politique publique, changement climatique, évaluation d'impact sur la santé, éthique en santé publique, inégalité de santé, infrastructure de santé publique, partage de connaissances, santé dans toutes les politiques, santé mentale et mieux-être des populations. Prochaine diapo. Comme les bureaux du CCN-PPS sont situés à Montréal, nous aimerions reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk, de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Avant que je passe la parole à Muriel dans quelques secondes, vous serez peut-être intéressé par quelques résultats du sondage informel auquel plusieurs d'entre vous avaient répondu à l'inscription. Environ la moitié des participants inscrits à ce webinaire ont fait l'expérience des effets de la décentralisation sur la santé publique, soit environ 53% d'entre vous. D'après ce sondage informel, les principaux impacts de l'Organisation de la santé sur la réponse COVID-19 ont été les suivants: délestage des activités régulières de promotion, prévention et de certains services de santé spécialisés, difficulté à faire appliquer les mesures de prévention contre la COVID-19, enjeux de communication entre les différents paliers de gouvernance, centralisation des décisions et des ressources et manque de coordination entre les services et les secteurs. Et maintenant, c'est à vous, Muriel. Merci beaucoup, Nicole. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit ma présentation? Oui? Oui. OK, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Au nom de Sarah Aline, chercheuse principale, et Rob Smith, chercheur postdoctoral, qui ont présenté il y a 2 semaines en anglais les résultats de cette recherche. Et au nom d'Erika De Ruggiero, membre chercheuse de cette équipe, nous sommes vraiment ravis de vous présenter cette fois-ci les résultats en français d'un programme de recherche sur les systèmes de santé publique qui visait à comparer et à comprendre les variations des systèmes de santé publique entre les provinces canadiennes. Nous avons mené des études de cas approfondies sur les systèmes de santé publique provinciaux de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec pour mieux comprendre les perspectives des dirigeants de la santé publique sur la façon dont les réformes passées du système ont eu un impact sur la pratique de la santé publique d'une part et comment les structures du système liées au niveau de la décentralisation et de l'intégration entre la santé publique et les soins de santé ont eu un impact sur les réponses provinciales à la pandémie de la COVID, d'autre part. Et je remercie encore Nicole Bernier et toute son équipe pour l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. Ce travail a été financé par les IRSC dans le cadre d'une subvention Catalyst en 2020 sur la thématique « Mesurer les impacts de restructuration financière et organisationnelle de la santé publique ».
Nous sommes très reconnaissants face aux nombreux experts locaux des systèmes de santé publique de plusieurs provinces qui ont révisé, qui ont donné de leur temps les versions préliminaires des différents rapports et face à celles et à ceux qui ont participé à notre étude en tant qu'informateurs clés. Nous voulons donc remercier aussi toutes les personnes de l'équipe du projet élargi mentionnées dans cette diapositive, sans lesquelles ce travail n'aurait pas été possible. L'attention du grand public et des décideurs sur la santé publique n'a jamais été aussi grande que depuis le début de la pandémie. Il était donc essentiel pour nous de tirer des leçons de ce qui a bien fonctionné et des principaux défis à relever pour pouvoir façonner l'avenir des systèmes de santé publique pour qu'ils soient résilients, efficaces et réactifs. Le principal motif de la subvention telle que formulée par l'ICRSC était le manque de données probantes et de recherche sur les réformes antérieures des systèmes de santé dans tout le pays. Nous étions donc particulièrement intéressés à mieux comprendre les structures du système et la façon dont celles-ci ont été réformées au cours des dernières années. Les questions clés que nous avons examinées étaient les suivantes. Premièrement, de comprendre comment les réformes récentes des systèmes de santé ont eu un impact sur le secteur de la santé publique en général et pendant la réponse à la COVID-19 en particulier. Et deuxièmement, comment la COVID-19 a changé ou a eu un impact sur les systèmes de santé publique. L'attention du grand public et des... voilà. Alors, le cadre conceptuel de notre étude était le cadre des systèmes inspirés des opérations essentielles de santé publique de l'Organisation mondiale de la santé. Ce cadre correspond aussi au dernier rapport annuel de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada. Il fournit une description claire des systèmes de santé publique, y compris leurs objectifs, leurs fonctions et les éléments constitutifs. Les acteurs de la santé publique interagissent nécessairement avec un large éventail d'organisations du secteur public au sein du système de santé, par exemple, mais aussi avec le secteur privé, l'industrie, les ONG, les organisations communautaires, le public, les médias et bien d'autres. Ceux-ci ont un mandat en matière de santé publique. Ceux qui ont un mandat en matière de santé publique vont se concentrer sur les fonctions essentielles de la santé publique dans le cadre à gauche, à droite, pardon, à gauche, c'est-à-dire, pardon, à droite, parce que j'ai changé un peu. Donc, c'est l'information, la promotion, la prévention et la protection en matière de santé. Et ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les catalyseurs, les structures ou les éléments constitutifs du système de santé publique, notamment l'organisation, donc à gauche, c'est-à-dire qui sont les acteurs impliqués dans la fourniture des fonctions essentielles de santé publique, y compris les autorités gouvernementales, les agences indépendantes, les organisations professionnelles, et comment tous ces acteurs travaillent ensemble. Concernant la gouvernance, on veut savoir quelle est l'approche adoptée pour fixer les priorités et allouer les ressources, quelles sont les mesures et le suivi de performance. Au sujet du financement, comment les fonds sont générés et alloués à la santé publique. Et enfin, concernant la main-d'œuvre, nous voulions mieux comprendre l'offre de santé publique et le mélange des compétences ainsi que les approches de la politique et de la planification de la main-d'œuvre. En s'appuyant sur ce cadre de système de santé publique, le projet de recherche s'est déroulé en 3 phases. La première phase consistait à effectuer une analyse documentaire complète et à combler des lacunes autant que possible grâce au soutien d'experts locaux pour rédiger des profils détaillés des systèmes de santé publique pour les provinces. Nous sommes privilégiés d'avoir le soutien du Centre de collaboration nationale pour traduire et publier ces rapports sur leur site Web. Les rapports sont maintenant disponibles pour l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse. C'est un travail qui se poursuit d'ailleurs. La deuxième phase comprenait des études de cas approfondies d'un sous-ensemble de systèmes de santé publique provinciaux axés sur le Québec, l'Ontario et l'Alberta, ainsi que des entrevues avec un large éventail de dirigeants des systèmes de santé publique pour mieux comprendre les liens entre les réformes du système de santé, les structures des systèmes de santé publique et les réponses à la COVID-19. La phase 3 est axée sur l'élaboration d'un cadre de mesures à la performance pour le Canada,
Veuillez noter que la présentation d'aujourd'hui se consacre principalement sur la deuxième phase. Nous avons également examiné la documentation sur la décentralisation des systèmes de santé afin de mieux comprendre les mécanismes par lesquels divers degrés de décentralisation ou de centralisation des systèmes de santé peuvent avoir un impact sur la santé publique. De façon générale, la décentralisation fait référence à un déplacement ou à une redistribution du pouvoir, des ressources ou des responsabilités des grandes unités de gouvernement, par exemple des provinces au Canada, vers des plus petites unités territoriales, par exemple les autorités sanitaires régionales ou les administrations locales. À ce titre, il existe 3 types de décentralisation. Premièrement, politique, soit de donner aux représentants élus plus de pouvoir dans la prise de décision publique. C'est ce qui implique le fédéralisme, par lequel les provinces ont l'autorité politique de prendre des décisions pour leur propre population. Ce que nous observons dans les systèmes de santé, ce sont les 2 autres types de décentralisation, à savoir la décentralisation fiscale et administrative. Au niveau fiscal, la décentralisation décrit la mesure dans laquelle les autorités locales sont en mesure de percevoir des revenus localement ou sont transférés par le gouvernement central, ainsi que l'autorité dont elles disposent pour prendre les décisions concernant les dépenses. La décentralisation administrative, quant à elle, fait référence à la redistribution de l'autorité, de la responsabilité de fournir des services publics entre différents niveaux du gouvernement. Et donc, quels sont les avantages de passer à une structure plus décentralisée? La première est ce potentiel d'expérimentation avec des unités décentralisées prenant des décisions différentes dont on peut tirer des leçons et qui favorisent une saine concurrence si les données et les leçons apprises sont partagées, bien sûr, et en présumant que lorsque les décisions sont prises près du terrain, il peut y avoir un meilleur alignement entre la conception des programmes et des services et les besoins et les préférences des populations locales, et en plus de faire face aux faiblesses rencontrées au niveau central. D'un autre côté, les avantages de la centralisation de l'autorité sont liés à la possibilité de réduire les inégalités et d'assurer une qualité ou une gamme plus cohérente des services et des programmes disponibles, tout en augmentant potentiellement l'efficacité grâce aux économies d'échelle, par exemple en répartissant les coûts fixes de certains de ces programmes, par exemple comme les ressources humaines ou la technologie de l'information sur un plus grand volume, ce qui augmenterait l'efficacité. Nous avons tenté de résumer ici un peu le niveau d'autorité en matière des soins de santé et de santé publique au sein de des 3 provinces qu'on a examinées plus profondément. Ce que nous constatons dans ces 3 provinces et plus largement dans tout le Canada, c'est une tendance à la centralisation des systèmes de santé. L'Alberta a une structure centralisée à la fois pour les soins de santé et pour la santé publique depuis 2008, lorsque le gouvernement albertain a consolidé ses autorités régionales en une seule autorité indépendante, à laquelle le gouvernement a délégué l'autorité administrative pour des soins de santé et la santé publique. Et il a mis aussi en place des zones administratives hiérarchiquement décentralisées avec 5 zones de soins, de santé et de santé publique. Au Québec, après la réforme en 2015, qui a supprimé la couche régionale du système de santé, les départements régionaux de santé publique ont été consolidés en 22 centres locaux intégrés de santé et de services sociaux. Cela laisse en place une structure quasi régionalisée avec des organismes régionaux responsables de la planification des soins de santé et de santé publique. Cela a représenté un changement vers la centralisation parce que ces structures de CIUS et de CIUS fonctionnent comme une branche locale du gouvernement et par opposition à une agence indépendante, comme on le voit dans certaines autres provinces avec des autorités régionales de santé. En Ontario, on observe également une tendance à la centralisation des soins de santé avec la consolidation des réseaux locaux d'intégration des services de santé en 2019, mais aussi une certaine décentralisation de l'autorité avec les nouvelles équipes Santé Ontario qui organisent les soins de santé au niveau local.
Dans le domaine de la santé publique, il reste 34 unités locales de santé publique, ce qui reflète le système le plus décentralisé au Canada, même si en 2019, le gouvernement ontarien prévoyait de les regrouper en 10 unités, ce qui a été interrompu en raison de la pandémie. Donc, nous espérons donc transmettre ici certaines des principales différences organisationnelles du système de santé publique que nous pourrions apprendre à mieux connaître grâce aux études de cas. D'octobre 2020 à avril 2021, les entretiens ont été menés virtuellement avec des participants de l'Alberta, de l'Ontario, du Québec. Le recrutement pour cette étude a eu lieu lorsque certaines provinces connaissaient un nombre élevé ou croissant de cas de COVID-19. Notre approche de recrutement comprenait une combinaison d'un recrutement raisonné pour une variation maximale des répondants et d'un recrutement en boule de neige, par boule de neige. Donc, pour identifier les personnes invitées à l'entrevue, nous avons utilisé les organigrammes, les listes des membres d'associations professionnelles et des recommandations des groupes de travail. La plupart des participants travaillaient pour des organisations principalement basées en zone urbaine, au sein de services de santé publique ou d'autorités sanitaires locales ou régionales. Les répondantes et les répondants sont des professionnels de la santé occupant des postes de direction, des médecins-chefs hygiénistes ou des directeurs ou directrices régionales de santé publique. Alors, avant de continuer, nous voulions partager un peu avec vous quelques limites. La première étant que nous ne pouvons pas faire la distinction entre la centralisation et l'intégration, puisque les deux ne sont pas délimités dans le contexte canadien. Souvent, ils relèvent d'une structure de direction opérationnelle commune, partagent un mandat commun, un budget commun, bien qu'ils ne soient pas intégrés sur le plan fonctionnel, ce qui impliquerait une coordination plus active entre la santé publique et les soins de santé, un système d'information commun et des objectifs de rendement commun. Par exemple, en Ontario, il n'y a ni intégration administrative, ni intégration fonctionnelle. Donc, ce n'était pas possible de démêler ces différences structurelles. Comme nous avons mené une étude qualitative, nous n'établissons aucun lien causal. Nous cherchons plutôt à connaître les expériences et les perceptions des praticiens et des gestionnaires de la santé publique dans les différents types de systèmes de santé publique. Notre analyse de cas croisés nous permet d'identifier des points communs et les différences entre les trois provinces, mais nous ne sommes pas en mesure d'isoler les caractéristiques spécifiques du système qui peuvent expliquer ces différences d'expérience. La dernière limite est que nous nous appuyons principalement sur les entretiens avec des personnes occupant des postes de direction au sein des autorités locales et provinciales de santé publique, et donc nous n'avons pas examiné les points de vue d'autres personnes que les responsables de santé publique. Alors, concernant le résultat, nous commençons ici par ce que les participants ont décrit comme facteurs contextuels à l'origine des réformes de centralisation et les impacts perçus de ces réformes. Ces derniers ont suggéré que le contexte motivant les réformes dans chaque province était centré sur les économies potentielles du système de santé et les améliorations de l'efficacité de la consolidation du pouvoir décisionnel et de la réorganisation des opérations de santé publique qui étaient perçues ou présentées comme inefficaces ou coûteuses sur le plan administratif. Les participants ont décrit les intérêts politiques et l'optique qui ont forcé ou facilité la mise en place rapide des réformes sans considération explicite ou en tout cas intention de renforcer les opérations essentielles de la santé publique. Un point d'intérêt ici au niveau de l'Alberta était la motivation du gouvernement albertain de réduire la concurrence interrégionale entre les puissantes autorités régionales, principalement celles qui ont une compétence sur les grands centres urbains. En ce qui concerne les impacts, les participations de l'Alberta ont décrit plusieurs impacts bénéfiques perçus de la centralisation, liés à la rationalisation du leadership, à la réduction de certains dédoublements de services
et à l'amélioration de la normalisation de certains programmes et des services de santé publique dans les régions sanitaires, ce qui n'a pas été observé ni en Ontario ni au Québec. La centralisation est aussi perçue comme un facteur de rupture des relations et une entrave aux possibilités d'interaction entre les organismes de santé publique et les organisations communautaires ayant des intérêts communs en matière de santé et d'équité, avec une perception de services de santé publique ayant de plus en plus de mal à être attentifs aux besoins de la communauté locale en matière de santé. Par ailleurs, la plupart des participants du Québec ont exprimé des opinions très défavorables sur les impacts de la réforme du système de santé de 2015. Certains ont estimé que la restructuration n'a pas encore permis d'améliorer la collaboration intersectorielle. Par contre, en Alberta, les participants ont indiqué que la centralisation a contribué à améliorer la coordination et la planification, notamment entre les secteurs de la santé publique et des soins de santé. Aussi, les participants ont expliqué que leurs préoccupations concernant les décideurs au sein des systèmes de santé centralisés, qui donnent la priorité aux investissements dans les services de soins curatifs au détriment des services et programmes de santé publique préventifs. Ils ont également décrit comment les réformes de centralisation impliquaient des réductions de financement pour la santé publique, ce qui nécessitait de donner la priorité à des opérations de santé publique spécifiques telles que le contrôle des maladies transmissibles au détriment de la promotion de la santé et à la réduction des effectifs par le biais de l'élimination subséquente des domaines de programmes de santé publique ou du transfert des opérations à différentes agences sans le personnel qui suivait avec. Les systèmes de santé publique du Québec et de l'Alberta ont été décrits comme étant mieux placés que ceux de l'Ontario pour lancer et coordonner les mesures d'intervention à l'échelle de la province au début de la pandémie de la COVID-19. Parmi les facteurs qui ont contribué à l'efficacité des interventions, mentionnant une prise de décision provinciale plus rapide, la circulation de l'information entre les acteurs provinciaux et régionaux, et des rôles et des responsabilités plus clairs entre les acteurs du système de santé, une plus grande facilité à rediriger les ressources de l'ensemble du système de santé vers les fonctions de santé publique. En Ontario, l'absence des directives de la part des dirigeants provinciaux et d'une structure provinciale de coordination de la santé pleinement opérationnelle a été décrite comme un obstacle à l'efficacité des réponses à la COVID-19. Et puis, dans les cas où le leadership et les structures de coordination provinciaux étaient limitées, les participants de l'Ontario ont décrit l'autorité et l'autonomie conférées par la loi aux structures locales du ministère de la Santé aux unités de santé publique comme un facteur facilitant les réponses à la COVID-19, permettant des mesures de santé publique plus adaptées localement par la suite. Cependant, les structures régionales des ministères de la Santé de l'Alberta et du Québec ont décrit des contraintes d'autorité et d'autonomie qui ont eu un impact sur leur capacité à communiquer publiquement et à coordonner les différents secteurs à l'échelle régionale et locale. Concernant les défis transversaux relatifs à la réponse à la pandémie, on note les éléments suivants. Les facteurs considérés comme ayant entravé l'efficacité des réponses à la COVID-19 dans toutes les juridictions et donc potentiellement indépendants de la centralisation du système de santé publique comprenaient l'opacité perçue du processus décisionnel des gouvernements provinciaux, les niveaux pré-pandémiques assez bas d'investissement dans la santé publique, ayant un impact particulier sur la capacité d'augmentation des effectifs et de l'infrastructure informatique, ainsi que les défis posés par l'ambiguïté des rôles et des responsabilités des acteurs provinciaux en ce qui concerne la santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Enfin, en ce qui concerne les impacts de la réponse à la pandémie elle-même sur les systèmes de santé publique, les thèmes suivants sont apparus dans toutes les provinces. La pandémie de la COVID-19 a créé un besoin d'intensifier les collaborations et
les partenariats avec la santé publique. Les mécanismes permettant ces nouvelles façons, par contre, de travailler varient d'une province à l'autre. Dans certains cas, des tables ou des groupes de travail multisectoriels ont été mis sur pied pour coordonner la réponse à la pandémie. Dans d'autres cas, des protocoles d'entente ou d'autres accords entre des parties ont été établis, comme en Alberta. La pandémie a aussi entraîné un resserrement des relations de travail et éventuellement des relations hiérarchiques entre les ministères de la Santé et les autres dirigeants du système de santé, par exemple les directeurs des organismes de santé, ce qui a donné aux dirigeants de la santé publique plus d'occasions d'influencer et d'apporter une perspective de santé publique au processus décisionnel du système de santé. Un redéploiement important et l'embauche de nouveaux personnels pour répondre à la pandémie 19 ont aussi été observés. Donc, l'injection de fonds d'urgence dans les systèmes de santé publique a facilité l'embauche du personnel pour faire face à la pandémie et aux limites de la capacité de pointe. Donc, la plupart des participants se sont réjouis du niveau de financement et de la possibilité de renforcer le système de santé publique, même s'il a fallu relever le défi de l'embauche et de la formation du personnel en situation d'urgence. Mais ils ont aussi également reconnu qu'il n'y avait aucune garantie à long terme d'un financement accru et pérenne en termes de santé publique. Les participants ont aussi discuté des investissements et des changements dans les systèmes d'information et des technologies numériques utilisées pour soutenir les opérations de surveillance et des maladies transmissibles et d'autres services de santé publique, par exemple l'amélioration de l'accessibilité des services virtuels ou même le travail à distance. Les participants, pour finir cette diapo, ont aussi estimé que la pandémie avait permis de mieux apprécier et de mieux faire connaître les opérations de protection de la santé et d'intervention d'urgence et qu'elle avait créé la possibilité de tenir des discussions plus larges sur d'autres opérations de la santé publique dans les domaines de la santé publique et du système de santé en général. Alors, pour conclure, comme il ne s'agit que d'une étude de recherche parmi tant d'autres qui sont axées sur les systèmes de santé publique, nous n'avons pas de réponse définitive, malheureusement, à ces questions pressantes, mais nous pouvons constater que toutes les provinces luttent pour trouver un juste équilibre entre centralisation et décentralisation. Nous pouvons espérer toutefois que cette recherche puisse contribuer à rendre plus explicites ces discussions sur les compromis et les implications de la réforme sur les systèmes. Et il y aura aussi quand même une tension entre le besoin de travailler en santé publique en étroite collaboration avec les communautés locales et le besoin d'un message coordonné et d'une capacité et d'une qualité constante des programmes et des services. Cette tension peut être constructive et des discussions sur ce qui fonctionne bien au niveau local, où se trouvent aussi souvent parfois les lacunes et où des soutiens centralisés sont nécessaires, seront essentiels pour reconstruire les systèmes de santé. Et en plus des connexions et de l'engagement au niveau local, la santé publique exige un niveau d'indépendance vis-à-vis des acteurs politiques plus élevé que dans d'autres aspects de la politique publique en raison des intérêts politiques forts qui peuvent rentrer en conflit avec les objectifs de santé publique. L'impact de la décentralisation sur l'indépendance dépend du type de décentralisation et du niveau d'autorité dont disposent les unités décentralisées. Il s'agit donc d'une question empirique particulièrement importante qui devrait être abordée dans les recherches futures dans cette tendance croissante à la centralisation à travers le Canada. Il est donc important d'inclure les partenaires et les acteurs de la santé publique dans la conception de ces structures réformées. Par ailleurs, les partenariats sont un élément essentiel du travail en santé publique. Il faudra aussi soutenir au sein du système de santé avec d'autres partenaires, ce qui sera vital pour améliorer les déterminants sociaux de la santé. Et enfin,
dans les provinces qui envisagent des réformes du système de santé qui centralisent l'autorité, il sera important d'inclure les partenaires et les acteurs de la santé publique dans la conception de ces structures. Au Québec, le fait que la santé publique n'ait pas été consultée adéquatement dans le cadre d'une prise de décision unilatérale a été largement critiqué par les répondantes et les répondants. Alors, je vous remercie de votre attention. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci Muriel pour l'excellente présentation sur le sujet d'atteindre un équilibre entre la décentralisation et la centralisation des systèmes de santé publique. Et ça a fait un grand plaisir de faire partie de cette équipe de recherche menée par ma collègue Sarah Allen. Et j'aimerais également remercier le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques d'avoir organisé ce webinaire. Alors, je vais offrir quelques commentaires afin d'alimenter la discussion qui va suivre. Comme a déjà expliqué Muriel, ce programme a vraiment examiné non seulement le financement, mais la gouvernance et l'organisation des systèmes de santé publique au Canada avec l'objectif d'informer les futures réformes. Je vais surtout mettre l'accent sur quelques questions que soulève cette recherche pour moi, qui porte sur la gouvernance et l'organisation des systèmes de santé publique, puisqu'il existe plusieurs systèmes au Canada, et les enjeux auxquels font face les acteurs en santé publique dans le contexte de la pandémie, mais aussi au préalable dans le contexte de réforme de systèmes de santé. Vu cette complexité, il y a plusieurs enjeux pour ce genre de recherche aussi auxquels je vais retourner vers la fin de mes commentaires. Alors, comme je pense que tout le monde serait d'accord que la santé publique est sans faute devenue l'un des secteurs de gouvernance les plus densément populés, et comme le contexte canadien le démontre, il n'y a pas juste un modèle de gouvernance qui domine. La santé publique est gouvernée et structurée évidemment à plusieurs paliers, le fédéral, provincial, territorial, régional, local. Il faut également mettre l'accent, et cette recherche n'a pas pu poursuivre cette perspective de façon approfondie, et c'est-à-dire l'autogouvernance par les peuples autochtones. J'aimerais également souligner, j'ai vu qu'il y avait déjà une question là-dessus, que même s'il faudrait remonter à la loi constitutionnelle de 1867 qui avait décrit la répartition des responsabilités entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, même s'il existe une perception continue selon laquelle les gouvernements provinciaux et territoriaux sont principalement responsables de la santé et de la santé publique, ni la responsabilité de la santé, ni la responsabilité de la santé publique est vraiment expressément attribuée à un ordre de gouvernement dans la Constitution. Et s'il fallait remonter à 1982, la Cour suprême avait en fait qualifié la santé de sujet indéterminé, régi à la fois par des lois fédérales et des lois provinciales et territoriales. J'amène ces points de vue-là parce que je trouve que cette ambiguïté dans la répartition constitutionnelle des pouvoirs en matière de santé publique suggère qu'il y a plusieurs ordres de gouvernement qui peuvent agir dans ces domaines. Alors, ça apporte une ambiguïté et une complexité, évidemment, à la façon que les systèmes sont organisés, peu importe s'ils sont décentralisés, intégrés ou centralisés. Il existe aussi une tension entre la gouvernance de la santé publique dans les différents contextes provinciaux au Canada. Et comme vous le savez peut-être, la gouvernance de la santé publique est à la fois un domaine d'administration publique et la gouvernance de la santé publique est aussi un mécanisme d'intervention à tous les paliers. Et ce sont des conclusions que j'ai apportées dans un rapport que j'ai préparé sur la gouvernance pour la santé publique au Canada pour le bureau de la chef de la santé publique, la Dr. Tam. Mais avant de parler de modèle, il faut aussi surtout parler de ce qu'on gouverne. Et Muriel a soulevé les fonctions critiques de la santé publique, mais on ne s'entend pas toujours sur quelles sont ces fonctions de santé publique, qui ajoutent une complexité évidemment aux certains modèles de système de santé publique.
Deuxièmement, comment gouverner la santé publique? C'est un champ très large qui porte sur les inéquités, les maladies infectieuses et chroniques, changement climatique. Alors, ça apporte encore une complexité. Alors, pour revenir aux résultats de cette recherche, je voulais juste faire un portrait rapide là, sur le contexte constitutionnel et le contexte de la santé publique et des fonctions de santé publique. On a trouvé dans cette recherche que, vu les modèles de centralisation et décentralisation et les modèles mixtes qui coexistent, cette recherche, évidemment, va nous démontrer des avantages et des désavantages à cette approche pluraliste au Canada. Et cette hétérogénéité met à l'épreuve la gouvernance de la santé publique en tant que système national cohérent et coordonné. Alors, la centralisation a alors certains avantages et reflète un modèle de gouvernance hiérarchique, une approche plutôt bureaucratique, où un nombre limité d'autorités centralisées participent à la prise de décision et exercent une influence plutôt descendante sur les ordres de gouvernement. On a observé ces avantages surtout dans un contexte de pandémie. Malgré le fait que la centralisation a amené des réponses plus rapides et coordonnées, comme cette recherche a démontré, l'autorité et l'indépendance du leadership de parler ouvertement que certains chefs de santé publique auraient bien à vouloir avoir a été très limitée et restreinte. Alors, un concept relié, d'après moi, est le rôle du leadership, qui se doit être très agile et adaptif pour être efficace. La santé publique, après tout, est un domaine très politisé qui exige de la part des autorités de santé publique à vraiment pouvoir naviguer cette complexité. Des rôles qui dépassent les compétences techniques qui sont également nécessaires. C'est la capacité du leadership qui met l'accent sur la connaissance pratique qui se prête mieux à l'adaptation et par conséquent est idéal pour ces environnements politiques en constante évolution. Deuxièmement, la confiance dans le leadership a été également contestée et on l'a vu très bien pendant la pandémie. Par exemple, cette recherche a conclu que la centralisation a rompu certains rapports communautaires. La confiance en la santé publique a été mise à l'épreuve, non seulement par le public, mais par plusieurs acteurs qui œuvrent dans des secteurs en dehors de la santé, des secteurs sur lesquels la santé publique compte pour vraiment agir sur les déterminants de la santé. En revanche, les modèles décentralisés peuvent évidemment offrir à la santé publique suffisamment de souplesse pour s'adapter aux besoins locaux, régionaux, de population diversité, et parce que les gouvernements municipaux et les provinces et les territoires maîtrisent souvent les leviers politiques essentiels pour agir sur les déterminants sociaux de la santé et de l'équité. Alors, ces modèles décentralisés apportent aussi des défis à maintenir ce système national cohérent composé de plusieurs systèmes de santé publique à l'échelle du pays. Alors, est-ce qu'on a achevé un équilibre, comme a posé Muriel au début de sa présentation, entre les approches centralisées et décentralisées? Et est-ce que chaque approche offre des possibilités efficaces? Comme je l'ai souligné avant, cette question d'équilibre est en partie liée à cette tension entre la gouvernance organisationnelle de la santé et la gouvernance de la santé publique en tant que mécanisme d'intervention à tous les paliers du gouvernement. Alors, pour conclure, je dirais que les structures de gouvernance de la santé publique sont dynamiques et en pleine évolution, surtout en partie à cause de la COVID, et on va voir peut-être encore plus de changements à venir. Ces modes de gouvernance doivent être éclairés par un programme continu de recherche sur les systèmes de santé publique, y compris des études sur les impacts populationnels en matière de santé et d'équité, qu'ont ces approches centralisées et décentralisées. Et ce genre de programme de recherche requiert la participation non seulement de chercheurs représentant des disciplines diverses en collaboration étroite avec les décideurs gestionnaires intervenant en santé publique. Ces données probantes, les prévisions et une gestion de l'information en évolution à chaque palier est absolument nécessaire, mais il reste de nombreuses questions sans réponse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Erika. Merci beaucoup, Muriel. Présentation et commentaires vraiment éclairants. Avant d'aller directement à la période des questions, je voudrais simplement rappeler que si les participants, si vous avez des questions que vous aimeriez adresser aux panélistes, à Erika ou à Muriel, il faudrait l'envoyer dans la boîte de questions et réponses. Et je dirais aussi qu'on va, pendant les 15 minutes environ qui suivent, on va procéder à des questions, à une période de questions. Et vous pouvez, dans la boîte de questions et de réponses, vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus d'intérêt et on se reforcera dans la mesure du possible de répondre à l'ensemble des enjeux qui sont soulevés dans la période de temps que nous avons. Moi, j'aimerais bien adresser une question à Muriel par rapport à la recherche que vous avez menée. C'est sûr que là, on entre dans une période aussi qui soulève plein de questions par rapport à l'organisation de la santé publique et que c'est sûr qu'on aimerait avoir des réponses claires sur les effets de la santé, le juste équilibre, les effets de la centralisation, de la décentralisation. Mais les réponses ne sont pas simples. Il y a plusieurs aspects, mais votre recherche, évidemment, tombe super à point pour apporter les éléments d'une réponse complexe aux suites de la COVID-19. Donc, comment est-ce qu'on restructure la santé publique, quel degré de centralisation et de décentralisation on voudrait atteindre idéalement. Et puis, on constate qu'il y a des inconvénients et des avantages pour chaque direction qu'on veut prendre. Puis, il n'y a peut-être pas des réponses claires, mais votre recherche permet quand même de décortiquer par différents enjeux qui sont liés à la réforme de la santé publique dans laquelle on entre en ce moment. Moi, j'avais une question, c'est ça, par rapport pour Muriel. Je me demandais dans vos recherches si vous avez porté une attention à la question de l'équité ou l'équité en santé. Est-ce qu'on a pu récolter quelques données sur les impacts par rapport à l'équité, aux questions d'équité? Est-ce que vous avez touché à l'équité dans vos recherches et si oui, comment? Muriel? Oui, mais merci Nicole pour cette question. En fait, la question d'équité ou l'enjeu d'équité a été posé lors de nos entretiens. Il y avait quelques questions dans les guides qui étaient focalisées justement sur l'équité. La première, c'était de savoir est-ce que les populations vulnérables, les populations marginalisées ou en tout cas les populations qui étaient les plus affectées par les inéquités sociales de santé ont été consultées lors des réformes d'une part et puis de poser aussi la question quels sont les impacts des différentes réformes récentes au niveau du système de santé sur ces mêmes groupes. Alors, un fait intéressant, c'est que du côté de l'Ontario et de l'Alberta, c'était plus ou moins ressorti comme thématique importante. Par contre, au Québec, il y avait deux tendances de réponse, je dirais, des répondantes et des répondants. La première est que au niveau de la consultation, les organisations à base communautaire qui travaillaient avec différentes communautés plus marginalisées ou peut-être racialisées ou un statut économique plus faible, n'étaient pas vraiment prises en compte lors des décisions, ou en tout cas de la prise de décision au niveau des réformes de 2015. Alors ça, c'était décrié par certains répondants. Ça, c'était d'une part, et ça venait surtout
du secteur communautaire. De l'autre côté de la médaille, lorsqu'on demandait par rapport aux impacts des réformes sur ces différents groupes qui pouvaient avoir des effets plus ou moins variés au niveau de l'iniquité sociale en santé. Les chercheurs, ou en tout cas les personnes qui travaillaient dans les structures de santé publique, ne pouvaient pas se prononcer de façon très claire parce que à ce jour, à moins que ça ait été fait entre le moment où on a collecté nos données, c'est-à-dire en tout cas au Québec, c'était de janvier à mars 2021, qu'il n'y avait pas encore d'études, ni d'analyse, ni d'évaluation d'impact des réformes sur ces populations-là, ni des impacts de la COVID à ce moment-là. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire, Nicole, par rapport aux enjeux d'équité. Mais ce serait une question très importante pour les futures recherches. Une des conclusions qu'on avait émises à la fin, c'était de se rapprocher aussi des communautés, sachant qu'au cœur de la santé publique, la justice sociale et les enjeux d'équité en santé priment encore, et on l'a vu qu'il y a eu pas mal de dérives au niveau de certains groupes qui étaient plus ou moins affectés durant la pandémie. Merci beaucoup, Muriel. Alors, on va aller à la question de Nicolas Lavallée. Bonjour, je me demandais si dans le cadre de vos recherches, vous avez eu la chance de segmenter les niveaux de décentralisation et de centralisation dans chacune des provinces en fonction des fonctions essentielles. Par exemple, est-il possible de dire si la fonction surveillance est plus centralisée ou décentralisée que la fonction protection dans une même province? Alors, je ne sais pas si Erika ou Muriel veulent prendre la question. Qui d'entre vous? Oui. Peut-être je peux commencer rapidement et puis Erika pourra complémenter. En fait, au niveau des fonctions essentielles, ce qu'on a vu, c'est que lorsque la pandémie a frappé partout dans le pays, les fonctions essentielles sur la surveillance ou même les maladies infectieuses ont été plus mises de l'avant. Ensuite, pour cette question vraiment spécifique sur chaque fonction essentielle, quelle est la ventilation parmi chaque province, on n'a pas de réponse définitive parce que lorsqu'on posait cette question aux différents répondantes et aux répondants, ça dépendait aussi de leur fonction, de leur position dans l'appareil de santé publique. Et puis, pour revenir à ce qu'on avait dit un peu tout à l'heure, au niveau de la structure, par exemple, au Québec, c'est un peu plus centralisé. Au niveau de la structure, en Ontario, plus décentralisé par rapport à la santé publique, et en Alberta, c'était beaucoup plus centralisé. Donc, il n'y a pas de réponse définitive là-dessus, mais ce qu'on a pu voir, c'est que, par exemple, les fonctions essentielles sur la promotion de la santé étaient un peu mises de côté pour répondre à une urgence immédiate de la pandémie. Je ne sais pas, Erika, est-ce que tu veux rajouter? Oui, je suis d'accord. Et puis, je sais qu'on a effectué cette étude dans un contexte de pandémie, mais il faudrait vraiment regarder ces fonctions aussi en dehors du contexte de la pandémie, parce que dans certains cas, peu importe si le modèle est centralisé, la surveillance souvent dépend d'instances qui travaillent à plusieurs paliers dans le système. Alors, par exemple, en Ontario, il y a certaines instances qui vont faire la collecte de données, mais qui vont dépendre des unités de santé publique dans certains cas pour avoir des données. Alors, on parle de la collaboration, même si le système est centralisé dans le sens qu'il répond à des instances provinciaux.
Et puis, je suis parfaitement d'accord avec Muriel que la promotion de la santé a encore été mise de côté. On l'a vu lors du premier SARS, si les gens peuvent s'en souvenir, là, en 2003-2004 aussi. On a vu un peu le même déplacement au niveau des priorités. Merci. Nous avons une question aussi de Maude Chapados que je vous lis à l'instant, qui s'adresse peut-être plus à Erika, vu qu'il s'agit du projet de réforme en Ontario. Alors, la question est la suivante. Concernant les changements à venir, avez-vous une appréciation du sort réservé au projet de réforme ontarien qui a été mis sur la glace à cause de la pandémie? Peut-être juste de rappeler un petit peu ce qui s'est passé pour l'auditoire québécois. Puis, est-ce que vous avez une appréciation de ce qui s'en vient en Ontario? Oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est une très bonne question. Merci. Puis je pense qu'on a déjà été là après le premier SARS aussi. Mais juste avant que la pandémie soit déclarée, le gouvernement ontarien a voulu couper à 30% le financement aux unités de santé publique en Ontario. Mais alors, c'est le projet qui a été mis sur la glace. Deuxièmement, le projet de vraiment réduire le nombre d'unités de santé publique. Comme Muriel l'a dit, il y en a 34. Auparavant, on en avait 42. Mais tranquillement, on commence à réduire le nombre, mais on ne parle pas vraiment de réforme très fondamentale. Alors, je dirais que Maude, on devrait peut-être répondre à cette question dans un mois après les élections. Ça va vraiment dépendre du résultat parce que les élections en Ontario sont début juin. Et puis, si on réélut le même gouvernement, je pense qu'on va probablement voir des changements structurels également qui avaient été mis sur la glace auparavant. Merci beaucoup. Alors, on va aller à une prochaine question, cette fois de François Desbiens. Alors, dans votre, je crois à nouveau que c'est plus adressé à Erika, si je comprends bien. Dans votre rapport au Dr Tam, avez-vous décrit et discuté des responsabilités spécifiques confiées au ministère de la Santé comparativement à celles confiées aux organisations où ceux-ci œuvrent? Est-ce que vous avez discuté des responsabilités confiées au ministère de la Santé comparativement aux organisations où ceux-ci œuvrent? On a fait un portrait de la complexité des systèmes de santé publique au Canada dans ce rapport. On a également décrit les fonctions de gouvernance qui comprennent en partie les lois. Et alors, parce qu'on va peut-être manquer de temps, mais je vous adresse au rapport de jeter un coup d'œil. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait des recommandations au niveau de comment moderniser les lois en matière de santé publique, surtout au palier national, et de tirer inspiration de certaines lois existantes dans certains contextes. Parce que, comme vous le constatez sûrement, le pouvoir conféré par la loi, et j'entends les lois et les règlements axés sur la santé publique à différents paliers du système, joue un rôle très important sur la structuration et la gouvernance de la santé publique. On n'est pas allé jusqu'à décrire chaque ministère de la Santé parce qu'on avait déjà un champ à couvrir qui était très large. OK. Alors, j'irai avec une prochaine question. Quels sont quelques aspects d'intégration différents de la décentralisation que vous avez relevés? Quels sont quelques aspects d'intégration différents de la décentralisation que vous avez relevés? Merci pour cette bonne question. En fait, je pense que ça répond aussi à une des… c'est en lien avec une des limites qu'on avait soulevées, c'est-à-dire que c'était un peu compliqué pour nous de faire cette distinction vraiment très claire entre les aspects au niveau de la décentralisation et au niveau de la décentralisation ou la centralisation.
et les aspects reliés à l'intégration entre les services de santé plutôt curatifs et les services relatifs à la santé publique. Donc, c'est peut-être parce que comment les questions étaient posées, mais surtout à cause du fait que dans les 3 provinces qu'on a examinées, même cette délimitation, elle n'est pas très claire. Elle est encore floue à nos yeux et pour plusieurs intervenants aussi. Donc, est-ce qu'il y a lieu de clarifier ces différentes fonctions dans le futur? Bon, on sait qu'au niveau du Québec, il y a eu une annonce de refondation du système. Est-ce que c'est l'opportunité dans ce cas-ci, d'en débattre? En Ontario, Erika vient de dire qu'il y a des élections qui s'en viennent bientôt. Est-ce que c'est aussi là encore une fenêtre d'opportunité pour en discuter? Mais pour l'instant, c'est pas clair. Désolée, c'est pas une réponse très satisfaisante, mais c'est la situation émanant des résultats de la recherche. Est-ce qu'Erika voulait ajouter quelque chose? Non? Alors, on va aller à la prochaine question, cette fois de Michel Franck Edzamba. Merci pour la présentation. Ma question est celle de savoir s'il y a des préalables pour implémenter un système de décentralisation de la santé. Et si oui, que peut-on citer? Est-ce qu'il y a des préalables pour décentraliser? Merci, Michel. C'est une question à $1 million. On ne pourrait pas dire qu'il y a des prérequis. Par contre, ce qu'on peut partager à la lumière des résultats, c'est que, indépendamment des niveaux de décentralisation ou centralisation des systèmes de santé publique, il y aura un besoin d'un certain niveau d'indépendance du système de la santé publique pour être en mesure de développer, de concevoir et de mettre en œuvre de façon plus efficace les services et les programmes, que ce soit au niveau local, au niveau provincial ou même au niveau plus régional. Donc, de notre recherche, on n'a pas pu déceler des prérequis, mais par contre, une certaine tendance qu'il faudra avoir une certaine indépendance pour que les systèmes de santé publique puissent mener à bien leurs objectifs et leurs fonctions. Erika, ça va? Oui, je voulais juste ajouter que même si cette recherche a mis l'accent sur les modèles décentralisés versus centralisés, finalement, on travaille dans un contexte beaucoup plus complexe que ça. Alors, et cette recherche n'a pas pu aller aussi loin. C'est un premier début. Et puis, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'on a besoin d'un programme de recherche continue parce que les systèmes de gouvernance, les modèles décentralisés, centralisés, mixtes, comme on a trouvé, sont en pleine évolution. Et alors, je sais que les IRSC ont financé ce projet, mais on espère qu'ils vont continuer à financer des projets sur les systèmes de santé publique, surtout en sortant de la pandémie, où il y aura beaucoup de leçons à apprendre et à implanter, parce qu'on n'a pas encore implanté toutes les leçons de la dernière crise de la pandémie. Oui, merci. Je ne voudrais pas sauter l'occasion de vous poser quand même une question plus spécifiquement sur la réponse du Québec, qui n'est pas dans la liste de questions, mais qu'est-ce qu'on peut dire de comment la province du Québec s'en est tirée par rapport aux autres provinces en matière de centralisation, décentralisation de son système de santé publique en réponse à la COVID-19? Est-ce qu'il y a des choses, des constats auxquels vous êtes arrivés par rapport à la situation québécoise plus particulièrement? Peut-être Muriel? Oui, merci Nicole pour cette belle question.
peut-être avant de répondre directement à la partie COVID, j'aimerais peut-être nuancer un peu la réponse. Donc, avant la pandémie et donc après la réforme de 2015, c'était presque unanime parmi les répondantes et les répondants que la réforme a été très délétère au niveau de la santé publique, que ce soit au niveau du niveau d'investissement, le remaniement aussi du personnel de santé publique, ou même par rapport à certaines fonctions essentielles qui étaient plus ou moins priorisées. Par contre, lorsque la pandémie a frappé, ce que les répondantes et les répondants ont constaté, c'est que du fait des mesures d'urgence et de l'autorité conférée au directeur national de santé publique, il y a eu un changement qui s'est opéré au niveau de certaines décisions qui ont été prises beaucoup plus rapidement du fait que c'était centralisé, mais aussi que les directeurs régionaux de santé publique étaient instantanément invités, conviés autour de la table décisionnelle pour les questions de santé publique. Alors, même plusieurs ont même dit qu'ils aimeraient que cette situation perdure au-delà de la pandémie parce qu'ils pouvaient avoir une plus grande proximité avec les décideurs au niveau des CIUS qui ont un lien aussi direct avec le ministère. Donc, c'était un souhait que plusieurs répondantes et répondants voulaient. Donc, si on veut se comparer, comme on l'a vu tout à l'heure, notre système de santé publique est plutôt régionalisé. En Ontario, c'est décentralisé et en Alberta, c'est centralisé. On ne peut pas vraiment se comparer parce que, bon, on est des pommes, des oranges et peut-être des framboises. Par contre, après quand la pandémie a commencé, il y a eu une certaine satisfaction de ce qui s'est passé, mais au fur et à mesure, il y avait aussi d'autres éléments qui ont surgi, par exemple, la possibilité de bien communiquer les messages au niveau de la santé publique. Est-ce que c'était aligné de région à région versus ce qui était véhiculé au niveau central. Donc là, il y avait parfois certaines tensions qui pouvaient surgir. Mais on ne peut pas dire qu'on a fait mieux que les deux autres provinces ou que les deux autres provinces ont fait mieux ou pire que nous. Ça dépend de différents facteurs, comme je viens de le mentionner. Mais il y a eu un changement de perspective entre avant la pandémie et après la réforme de 2015 et après la pandémie jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Muriel. Ça répond très bien. On a le temps pour peut-être une dernière question que j'adresserai peut-être pour clore à Erika. C'est concernant les structures, l'imputabilité de la santé publique. Et c'est un peu une question combinée là, parce qu'il y avait François Desbiens qui demande le rattachement aux structures gouvernementales, mais je vais lire la question d'Yves Bonnier-Vigé qui suscite beaucoup d'intérêt. Y aurait-il des avantages à avoir dans chaque province et territoire une organisation professionnelle de santé publique qui serait indépendante du contrôle politique au niveau opérationnel? Cette organisation pourrait-elle être imputable auprès des assemblées législatives plutôt qu'à l'autorité du parti qui a formé le gouvernement? Alors, je ne sais pas si cette question vous amène à l'extérieur de vos travaux de recherche, mais est-ce que vous avez réfléchi à ces questions-là? Est-ce que vous avez des pistes de réponse à nous partager? C'est une très bonne question. Merci Yves et merci d'avoir participé aujourd'hui. Je pense que ce genre de modèle n'existe pas au Canada, ça c'est clair. Je dirais, je peux répondre de deux façons. La première façon, c'est qu'il y a certaines fonctions
qui sont imputables au public. Alors, par exemple, le rapport annuel de la chef de la santé publique est un rapport à la législature directement, en principe. Reste à voir jusqu'à quel point le rapport est manipulé avant qu'il soit lancé à la législature, parce que la chef relève du ministère de la Santé ou dans le cas, au fédéral dans ce cas-là. Je pense qu'il faudrait peut-être jeter un coup d'œil à d'autres modèles dans d'autres pays. Je sais qu'il y a des fois des modèles qui sont en évolution, même en pays en voie de développement, où on pourrait vraiment apprendre plein de leçons, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas une réponse très claire. Et finalement, je dirais que même si ça ne répond pas directement à ta question, je dirais qu'on a besoin d'une société civile très active, les ONG qui représentent tous les intérêts de santé publique de façon très large, y compris l'Association canadienne de santé publique, mais tous les secteurs qui touchent la santé publique, alors les secteurs en dehors de la santé, les coalitions qui travaillent là-dessus, qui doivent vraiment garder nos gouvernements imputables, comme on l'a vu d'ailleurs pendant la pandémie. Merci beaucoup. Alors, le temps file. Nous arrivons vers la fin du webinaire. En terminant, j'aimerais mentionner que le CCN-PPS travaille avec l'équipe de recherche de l'Université de Toronto pour publier une série de systèmes de santé publique provinciaux et territoriaux au Canada. Certains de ces portraits sont déjà disponibles sur notre site web et le lien vous a été fourni dans le fil de discussion. Alors, simplement le consulter si vous souhaitez vous faire une idée et avoir accès à ces portraits. En terminant, bon, il reste quelques questions en suspens, mais c'est le temps dont nous disposons. C'est une discussion qui va sûrement se poursuivre dans les prochains mois, les prochaines années. Alors, en terminant, je tiens simplement à remercier notre conférencière Muriel Mixing, Erika Direjuro également, et toute l'équipe du CCN-PPS ayant contribué au succès de ce webinaire. Quant à vous, chers participants, prenez si possible quelques instants pour répondre au petit sondage de prestigiation qui va vous être envoyé. Cela nous aide grandement et nous espérons vous revoir prochainement à l'un de nos événements à venir. Merci beaucoup. On applaudirait. Au revoir. Merci à vous.